Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau dialogue littéraire que nous tournons au Centre d'art Passerelle. Au programme ce mois-ci, nous irons faire un petit tour en Écosse avec Peter May, puis nous vous proposerons une interview inédite de Maëlys de Kerangal, et enfin nous retournerons à la librairie où Michael nous présentera sa sélection de bandes dessinées. Tous les amateurs de polar le connaissent, Peter May est une figure emblématique de ce genre. Originaire d'Écosse, cette région est très souvent le théâtre de ses romans. Aujourd'hui, au micro de Laurence, c'est de son Écosse qu'il nous parle, une véritable source d'inspiration littéraire. Alors Peter May, bonjour et bienvenue. Alors vous êtes aujourd'hui à Brest pour une rencontre thématique à la librairie Dialogue sur votre rapport à l'Écosse et en particulier aux îles des Hébrides, à l'extrême nord-ouest de l'Écosse. Vous êtes en effet l'auteur d'une trilogie romanesque qui a connu un succès international, la trilogie de Lewis, qui prend place dans ces paysages fascinants, les îles des Hébrides. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez appris à connaître cet archipel des Hébrides et comment est-ce qu'elles sont devenues finalement les lieux de votre trilogie? Oui, c'est une longue histoire. En fait, pendant les années 80, j'étais un scénariste pour la télévision écossaise et j'étais rédacteur de l'histoire pour un feuilleton. Et j'ai passé 5 ans sur l'île. J'ai habité 5 mois par an pendant 5 ans pour tourner cette feuilleton. J'étais le producteur. Et maintenant, en France, j'avais une perspective sur l'Écosse, sur le temps que j'ai passé sur les îles des Hébrides. Et j'ai décidé que c'était une bonne idée pour écrire un livre qui se déroule sur l'île de Lewis. Alors à travers la trilogie de Lewis, on découvre cette nature somptueuse et magnifique. On découvre aussi la société insulaire, une société avec des rites particuliers, des croyances particulières, une histoire aussi qu'on découvre au fur et à mesure. Alors lorsqu'on écrit sur un tel lieu, dans quelle mesure est-ce qu'il est important et peut-être même essentiel de comprendre la culture de ceux qui y habitent ? Il faut comprendre avant d'écrire sur la culture. Pour arriver sur les îles des Hébrides, c'était un choc culturel pour moi parce que c'était tellement différent. Les gens étaient écossais, évidemment, mais sous la pression d'une religion très très forte, très dure, presbytérienne. Le dimanche, par exemple, ils n'avaient pas les avions ou les ferries. C'était impossible à quitter l'île. Tous les magasins sont fermés. Même les balançoires des enfants étaient enchaînés. Et les toilettes publiques étaient fermées. Tout était fermé le dimanche. Et alors, parce que j'étais un journaliste pendant une partie de ma carrière et aussi parce que j'étais un écrivain de romans, et parce que je suis un Écossais, mais un peu à part des îles, c'était possible pour moi de regarder les îles avec une certaine objectivité. Au fil de votre roman, vous avez fait vivre de nombreux personnages, des personnages qui, pour vos très nombreux lecteurs, sont indissociables de l'île de Lewis aujourd'hui. Qu'en est-il pour l'auteur et dans quelle mesure est-ce que ces personnages que vous avez créés ont pu faire évoluer votre regard sur l'île et votre rapport à l'île? Les personnages sont... pour la plupart, ils sont après les vrais personnages que j'ai rencontrés sur l'île. Le personnage de George Gunn, par exemple, le flic de l'île, il est après un vrai flic sur l'île de Lewis, qui est maintenant un grand ami de moi. Il s'appelle George aussi. Et tout le monde dans l'île lui connaît comme George, l'ami de Finn. C'est marrant, mais les îles sont pleines de personnages. C'est un cadeau pour les écrivains. Changeons désormais de registre avec Maëlys de Kerangal. L'auteur vient de publier aux éditions Verticales un nouveau roman, Réparer les vivants. Ce livre traite d'un sujet plutôt atypique puisqu'il s'agit du roman d'une transplantation cardiaque. L'auteur choisit de mettre en scène les différentes voix qui s'animent et s'articulent autour de cet acte chirurgical.
Maëlys de Kerangal répond dès maintenant aux questions de Laurence. Maëlys de Kerangal, bonjour, Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter un magnifique roman paru aux éditions Verticales intitulé « Réparer les vivants ». C'est un roman qui naît en fait d'une tragédie, à savoir la mort cérébrale de Simon Limbre, un jeune homme de 19 ans. Et suite à cette tragédie, va se vivre une aventure collective et intime qui va nous mener de la mort à la vie à travers le récit d'une transplantation cardiaque. Le cœur est en effet un organe de vie d'une part, mais aussi le lieu de tous les affects, de tous les sentiments. La réalisation de cette double dimension, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact sur votre écriture? Je pense que ça a tout simplement peut-être permis de donner son humanité au roman, c'est-à-dire de le décrocher de ce qui aurait pu être aussi un traçage purement technique, c'est-à-dire le fait de me river à un processus hautement technologique qui est celui de la greffe. Le choix du cœur a permis, en tout cas le choix du cœur comme lieu de l'amour dans notre corps, a permis d'épaissir son spectre sémique et épaissi par cette double dimension qui, si elle n'avait pas été là, à mon avis, ça aurait été un tout autre livre. Là, on est plutôt, je trouve, dans une espèce de geste, ce qui est autre chose. Là, il y a une geste collective et individuelle qui s'orchestre autour de ce corps. Je pense que c'est cette double dimension du cœur qui la donne au livre. Alors, dès les premières lignes de votre livre, on entre dans un rythme particulier, un rythme fait de pulsations, d'accélération, de flux et de reflux. C'est un rythme qui peut faire penser bien entendu à un rythme cardiaque. Est-ce qu'il s'agissait avant tout de trouver le bon rythme ? Ce qui pour moi est très important dans ce livre, c'est la dimension sonore du livre et la dimension d'écoute, notamment les annonces, les gestes, le bruit que font les instruments, etc. Que l'écriture du livre prenne en charge le motif qu'elle explore d'une certaine manière. Donc c'est vrai qu'effectivement là, il y a une question de vascularisation de la phrase. Moi, je visualisais un cœur, donc il y a toute une écriture du cœur dans ce livre, comme vous le dites. Il y a ces histoires de battements, de pulsations, il y a des anaphores. Et je pense que c'est peut-être le livre celui de mes livres où cela s'exprime le plus fortement. Alors ce roman qui est soutenu par une écriture magistrale, à la fois précise et technique, empathique, mais également musicale. On pourrait le comparer à un chant, le chant d'une réparation, d'une tragédie, le chant aussi de l'héroïsme discret de chacun des protagonistes. Comment cette dimension, cette idée du chant vous a-t-elle accompagnée au cours de l'écriture? L'idée du chant, je dirais même qu'elle est, c'est le moteur et c'est l'horizon du texte pour moi. C'est le chant de Thomas qui est chanteur lyrique, donc qui est celui qui coordonne la greffe. Il va jusqu'à chanter pour Thomas un chant qui est un chant de belle-mort, qui est un chant de rite funéraire. Et puis il y a les oiseaux. Tout est reconduit pour moi par le chant des oiseaux et par le chant très spécial du chardonneret. La magie de cet oiseau, c'est qu'il a la capacité de chanter un périmètre physico-sensoriel, c'est-à-dire un espace, et il l'exprime par le chant. Et en fait, son identité, c'est à l'endroit où il a vécu, elle s'exprime par le chant. Pour moi, cette histoire, elle met en place des visions très archaïques, enfin, qu'on est fait de représentations très archaïques, on est fait de corps et de langage, on est fait de relations. Et il y a ce rapport au monde qui est à la fois ultra contemporain par le biais technique, mais qui a rendez-vous avec quelque chose de très archaïque, qui nous fonde et qui est peut-être cette histoire du chant. Alors on retrouve maintenant Michael à la librairie qui nous a préparé une petite sélection de bandes dessinées. Bonjour Michael. Bonjour Clémence. Alors présente-nous ces petites pépites que tu nous as trouvées. Alors pour commencer, je vous ai choisi cette petite merveille graphique. C'est l'adaptation d'un roman de Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant. Alors c'est une adaptation sous forme de récit animalier réalisé par Alexis Nem. Le capitaine Grant a disparu en pleine mer, sans nouvelles. La seule chose qu'on retrouve de lui, c'est une bouteille à la mer. Du coup, une grande expédition de sauvetage est organisée.
avec à sa tête ses propres enfants. Au niveau dessin, c'est absolument fabuleux. Ah oui. Chaque planche, c'est un vrai tableau, plein de richesse, plein de précision. C'est absolument magnifique. Cette trilogie est vraiment une invitation au rêve et à l'évasion. D'accord. Deuxième ouvrage, donc on change un petit peu de registre dans cet On change album. complètement de registre, beaucoup plus actuel. Les aventures de Luca. Alors Luca est un jeune adolescent, comme il en existe tant d'autres, plutôt tir au flanc, plutôt maladroit. Sa vie bascule le jour où il fait la rencontre de Nathan. Nathan est l'exact opposé de lui, c'est un beau garçon, charismatique, ancien capitaine de l'équipe de football du lycée. Malheureusement, Nathan est mort. C'est un fantôme. Leur association donne lieu à des situations assez cocasses pour l'un comme pour l'autre. Au niveau dessin, ça emprunte un petit peu et au manga et au classique franco-belge. L'auteur vient du dessin animé. C'est vrai qu'il a noté qu'une bonne BD qui parle de football, c'est pas si fréquent. C'est pas si fréquent. Et alors la troisième bande dessinée, donc également un autre genre. Je vous ai sélectionné ce polar qui est fait par Authière et Berthet aux éditions d'Argo. C'est le premier volume. Ça se passe à Cuba en 1958, à la veille de la révolution castriste. On retrouve Joaquin, qui est un simple employé de casino, qui mène une vie plutôt tranquille, banale. Sa vie va se transformer du jour où il accepte d'aider son frère aîné, mal embarqué, qui est poursuivi par la pègre locale. Donc c'est vraiment un bon polar, un bon thriller, matinée de road movie sur fond d'histoire. C'est très prenant, on a vraiment envie d'avoir la suite. Et enfin, donc un quatrième album, donc également publié chez Dargo. Alors le dernier album que je vous ai sélectionné, c'est celui-ci, Passy. Là encore un polar fait par Perriot et Merlet, alias Pacifique. Passy ou Pacifique. C'est un ex-tolard en sursis qui n'a qu'une envie, c'est de vivre tranquille. Malheureusement pour lui, ses anciens employeurs voudraient le remettre sur des coups. Ça va à 200 à l'heure. Ce personnage de Passy qui essaie de fuir ce démon est très attachant aussi. Donc un très bel album. D'une belle série. Voilà, on a vraiment envie d'avoir la suite. Merci beaucoup Michael pour cette sélection. C'est donc ainsi que s'achève ce dialogue littéraire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve dès le mois prochain et d'ici là, très bonne lecture.